Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence qui va porter aujourd'hui sur le Lean Digital, gérer vos données pour mieux vous transformer. Donc, je me présente, Ophélie Alissi, je suis actuellement stagiaire marketing et communication au sein de Excel Group. Et aujourd'hui, du coup, la webconférence, elle sera animée par nos deux animateurs que vous voyez juste là. Donc, Guillaume Redon, qui est consultant senior Black Belt in Six Sigma, et Michael Sylvestre, qui est directeur général Master Black Belt Lean. Donc, la webconférence, elle durera 1 heure, donc jusqu'à midi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques règles pour le confort et le bon déroulement de la webconférence. Donc, premièrement, vous avez pu voir que les micros et les caméras ils sont coupés, donc ça peut permettre notamment aux personnes qui ont un peu moins de connexion de pouvoir suivre correctement la webconférence. Ensuite, en ce qui concerne les questions, vous pourrez les poser à tout moment via le petit module de chat. Donc, les animateurs ils essaieront d'y répondre au fil de l'eau durant la webconférence. Si vous n'avez pas s'ils ne peuvent pas répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours le moyen de les poser un peu plus tard en nous contactant. En ce qui concerne du coup les slides et le replay, ils vous seront transmis début de semaine prochaine via un mail avec justement les slides et le replay. Du coup, avant de laisser la parole aux animateurs, je vais présenter rapidement XL Group pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, XL Group, c'est un cabinet de conseil et de formation qui est spécialisé en excellence opérationnelle. Et la mission de XL Group, c'est de catalyser votre performance globale. Donc, chez XL Group, il y a 3 départements, donc XL Consultant, XL Formation et XL Certification. Et du coup, il faut savoir que ces 3 départements, ils opèrent en parfaite synergie. Donc, XL Group, c'est 30 experts. On a à la fois des consultants, mais aussi des fonctions support qui sont là pour vous aider dans toutes vos démarches. Et donc, XL Group est implanté en France depuis plus de 35 ans. Donc, on a le siège qui est basé ici à Montbonneau-Saint-Martin, qui est tout près de Grenoble. Il y a ensuite des antennes donc, à Lille, à Paris, à Reims, et également une filiale qui a été créée en Suisse en 2014. Donc maintenant, vous en savez un petit peu plus sur XL Group, si vous ne connaissiez pas encore. Je vais donc laisser maintenant la parole à Guillaume et à Mickaël, qui vont vous expliquer comment gérer vos données pour mieux vous transformer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne webconférence et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci Camille et Ophélie pour cette introduction. Merci de nous rejoindre encore aussi nombreux pour cette nouvelle webconférence entièrement sur du thème Lean Digital. Et vous êtes nombreux et de plus en plus à arriver dans la salle. Ça nous met toujours une petite pression positive à Guillaume et moi-même, bien évidemment. Installez-vous confortablement et on va donc échanger aujourd'hui sur la gestion de la donnée et dans un premier temps, l'importance de la mesure dans une démarche de transformation. Quels sont les constats autour des données tels qu'on peut les croiser dans nos missions chez XL, et puis en ouvrant sur les principaux enjeux, sur le pourquoi mesurer et pourquoi gérer les données parfois un petit peu différemment, c'est ce qu'on verra. Et dans un deuxième temps, on viendra donc définir ce que c'est qu'une entreprise dite data-driven, puisque c'est aussi des mots que vous pouvez entendre dans l'entourage, et surtout l'intérêt d'utiliser ces données et cette approche tirée par la donnée avec les méthodologies Lean telles qu'on peut les appliquer chez XL depuis pas mal d'années et qu'on peut partager avec vous très régulièrement dans ces webconférences. On ira ensuite dans une thématique un petit peu plus technique avec comment organiser les données entre elles et puis comment surtout se focaliser sur la gestion de la qualité et on verra comment transposer finalement le Lean et ses méthodes dans la gestion de la data. Ça, ce sera la troisième partie. Et enfin, une petite conclusion, ouverture qui sera un teaser aussi vers une prochaine webconf Lean Digital avec comment utiliser nos données pour aller un peu plus loin avec des outils statistiques que Guillaume a l'habitude d'utiliser également chez nous depuis maintenant quelques années. Et en allant un peu plus loin aussi, non plus avec des stats, c'est aussi une forme de stats, mais avec de l'IA générative ou prédictive, sachant que plus tard dans l'année, on ira également faire une webconf dédiée à l'IA. Ce sera juste pour voir l'intérêt de la donnée et de l'IA. OK. En termes de contexte, la première question qu'on va se poser déjà, c'est pourquoi on est là. Et avant ça, qu'est-ce qu'on fait chez XL? Ça fait quelques temps que vous nous suivez régulièrement. Donc, on fait des démarches de transformation basées sur l'esprit et les méthodologies Lean. Et on a quand même monsieur William Edward Demings qui avait l'habitude de dire « ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas », qui a aussi conçu la roue de Deming que vous devez connaître. Donc le thème, c'est vraiment celui-ci aujourd'hui, c'est comment utiliser nos données pour mieux mesurer et pour aller améliorer notre performance.
la data, le lean, tout ça, ça reste des outils, mais l'idée, c'est vraiment d'aller améliorer la performance ensemble dans cet esprit de collectif et d'embarquer les équipes autour de la donnée. C'est ce qu'on va voir ensemble juste après. Pourquoi mesurer? Ça, c'est un petit pictogramme qu'on a l'habitude de partager, une image soit sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être croisé, ou alors dans certaines de nos formations. J'aurais pu vous poser la question individuellement, mais vous êtes un peu trop nombreuses, je vais juste vous la décrire. Vous avez du coup une petite fille qui est à son gala de danse, on peut imaginer de fin d'année, c'est la saison, ça va bientôt arriver, et la petite fille se voit d'une certaine manière, en l'occurrence comme une petite fleur. Dans l'assemblée, vous avez un certain nombre de personnes qui sont en train de la regarder, et pourtant tout le monde regarde la même chose, et la petite fille est au centre. Pour autant, ils n'ont pas tous la même image. Certains verront un oiseau, un chat ou d'autres pictogrammes que vous pourrez observer. Et tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans une situation donnée, notamment dans les organisations, en fait, on n'est pas toujours d'accord sur la situation actuelle de là où on en est. Pourquoi? Parce qu'on a tous une culture, une histoire, des fonctions différentes qui font qu'on ne se voit pas de la même manière. Et le fait de ne pas se voir de la même manière, ça nous freine parce que du coup, on ne peut pas définir d'objectifs communs puisqu'on ne sait pas d'où est-ce qu'on part. Donc déjà, la mesure, elle va nous permettre de passer d'un débat un peu d'opinion, comme la petite fleur, le petit oiseau, le petit chat, avoir des vrais chiffres et une situation claire et partagée par tous pour pouvoir définir des premiers objectifs communs. C'est souvent une première difficulté dans les démarches de transformation ou dans les chantiers, c'est par quoi je vais commencer et par quel sujet. Et ça va dépendre de là où on veut aller et d'où on part. Donc les objectifs communs, ça va arriver avec la mesure une fois qu'on est d'accord. Maintenant on est tous au clair sur le pourquoi mesurer, on va redescendre un peu dans nos organisations et sur les constats qu'on peut avoir lorsqu'on lance des démarches en première approche dans les organisations. Là, on a pris l'exemple d'une usine, organisation plutôt industrielle, mais ça marche aussi dans l'environnement des services. Vous avez différentes fonctions pour pouvoir opérer, bien sûr, et pour pouvoir livrer les clients. L'usine et les opérations vont pouvoir fabriquer les produits en temps et en heure hein, par rapport aux commandes des clients. La finance va pouvoir mesurer la rentabilité financière et pérennité financière de l'entreprise. Bien sûr, la R&D va lancer des nouveaux produits sur la base de ce que va demander les ventes. Et puis, le marketing, de temps en temps, va faire des opérations commerciales. Parfois, les opérations commerciales peuvent être lancées un peu trop tôt, un peu trop tard. L'usine est prévenue un petit peu tard. Et les objectifs ne sont pas toujours réconciliés entre eux. Et c'est ça le premier message. C'est que dans cet environnement-là, vous avez des environnements dits assez silotés où chacun va construire sa propre mesure. La bonne nouvelle, c'est que l'organisation, elle va posséder des données. En général, ces données, elles arrivent sous forme de nombreux fichiers avec un meilleur ami qui va devenir vraisemblablement votre pire ennemi à un moment donné, mais votre premier meilleur ami sera Excel pour chacun des services et chacun va créer son propre tableau de bord avec ses propres données. Le seul problème de ça, c'est que ces données, elles sont construites de manière indépendante et les extractions sont faites à des moments différents. Les calculs intermédiaires sont parfois pas toujours justes, en tout cas ne vont pas parler aux autres fonctions. Il existe donc un conflit entre les fonctions et c'est ça qui va aussi nous empêcher d'aller plus loin parce qu'on ne partage toujours pas la même vision de là où on est et là où on va. Encore une fois, on a des données, mais vraisemblablement qu'on en a trop et pas stockées au bon endroit et de la bonne manière. C'est un peu ça la morale de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ira un peu plus loin dans le détail sur comment les structurer, comment les organiser après. Voilà le premier enjeu. Et Guillaume, je te laisse la main pour aller un peu plus loin sur les enjeux autour de la donnée. Oui, donc c'est exactement ça. Merci Mickaël pour la partie donnée et puis on pourrait dire la qualité de la donnée, la moyen dont c'est calculé. Est-ce que c'est une donnée fiable? Est-ce que c'est pas une donnée fiable? Et ça pose aussi la question de comment on la mesure. Donc il est toujours bon de se dire bah voilà mon indicateur il est mesuré de telle manière par telle personne. Est-ce qu'on la mesure tous de la même façon? Ça peut être une mesure qui peut être automatique, hein, réalisée par des capteurs. Ça peut être des mesures aussi d'enregistrement réalisées par des personnes. Et pour deux cas que j'ai pu croiser sur le terrain, c'était OK, est-ce qu'on mesure la dérive de notre capteur? C'est-à-dire que sur des problématiques de dimensionnel, je vois trop long, je vois trop court, mais en fait, c'était finalement le capteur qui s'encrasse ou qui s'use. Quand je mesure un délai de clôture
de traitement de la demande client et qu'on pose la question quand est-ce que vous clôturez, moi je clôture à chaque fin de traitement de la demande, je clôture tous les soirs, je clôture toutes les semaines, et finalement on se retrouve à mesurer de la variabilité, quoi. Donc ça va être important de se dire, est-ce que mes données elles sont exploitables pour que je puisse les exploiter, quoi. Et puis ce qu'il y a, c'est que mesurer un indicateur, ça doit être mesurer un indicateur qui me parle, quoi, qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de mon service, de mon activité, et pas forcément mesurer celui d'un autre, quoi. Parce que c'est toujours sympa de se dire, tiens, je mesure un indicateur, il est toujours dans le rouge, mais c'est pas moi qui peux agir dessus. Donc, pour résoudre les problèmes, alors ça aussi pose la question de résoudre les problèmes aux interfaces, hein, donc travailler avec ses clients internes et ses fournisseurs internes, aussi avec ses clients externes et ses fournisseurs externes, bien sûr. Mais voilà, donc c'est là où c'est intéressant. Et puis, parfois, traiter de la donnée, ça peut être un peu brut de décoffrage. On n'a pas tous des super souvenirs des, des statistiques. Rien dit, Guillaume. Non, c'est vrai. Et là, on est vraiment sur de l'utilisation appliquée. Donc, il y a un bon intérêt à y aller. Et c'est là où, sans faire, en faisant un lien avec nos prochaines webconférences qui vont parler d'IA, mais l'IA, elle permet aussi de rendre accessible en langage naturel des outils qui peuvent être un peu bruts, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que la donnée, elle est bien pratique dans nos chantiers d'amélioration de performance, dans nos projets d'amélioration de performance, dans toute cette transformation et dans nos chantiers. Donc si finalement on se rend compte qu'on n'a pas forcément les bonnes mesures, de toute façon, ça va venir, parce que si on déclenche un chantier en mode DMAIC, donc définir, mesurer, analyser, innover et contrôler, qui est une des méthodos pour améliorer les systèmes. Si on a de la bonne donnée, on va se dire, tiens, ça va nous déclencher le chantier. De toute façon, en phase de mesure, on va quand même se poser la question de comment on la mesure et quelle est la capacité de notre process actuel. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller plus loin? La stat, et elle va nous permettre d'analyser et d'aller trouver les facteurs qui sont réellement primordiaux. Et puis après, ça va être d'enclencher par rapport aux causes réelles, mettre en place des solutions, les tester, et puis les mettre sous contrôle, et puis redonner la main finalement aux opérationnels qui vont mesurer et se dire, oui, ça fonctionne vraiment, ou non, attention, on a quand même des dérives. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même c'est de faire du Lean, hein, c'est notre cœur de métier, hein, de faire du Six Sigma aussi, hein. Et puis d'aller utiliser la data pour bien le faire, quoi. Donc ça repose sur une organisation, ça repose sur des pyramides de pilotage, sur de la montée-descente, sur du transverse. Ça repose, comme tu le disais aussi, Mickaël, sur arriver à se positionner, savoir où on en est par rapport à un objectif qu'on a pu se fixer, savoir déjà s'il est atteignable et réalisable, hein, parce que des fois on se fixe des objectifs et puis on se rend compte tous les jours qu'on est dans le rouge, et savoir ce qu'on sait faire. C'est d'arriver aussi à trouver des indicateurs qui nous orientent tous. Donc généralement on parle souvent de taux de service, hein, vous verrez, ça fera le lien avec ce qu'on va se dire dans la suite de la webconf. Mais c'est de se dire, voilà quels sont nos objectifs, quels sont nos standards, comment ça doit être, de les relever, donc de factualiser, d'aller sur le terrain. Donc vous voyez comment c'est arrivé, je me repose sur des données factuelles, je vais sur le terrain là où se passe l'action, je fais des photos, donc j'arrive à mesurer les écarts entre comment ça doit être et comment c'est, et finalement c'est les trois réels qui sont chers à toute résolution de problème. Et puis, le but, et c'est là aussi d'aller digitaliser et d'aller numériser nos données, en tout cas d'utiliser ce qu'on a déjà, parce que souvent on les a déjà les données, c'est juste qu'on ne les utilise pas. Donc ça, c'est aussi une forme de gaspillage. De pouvoir les agréger, de visualiser rapidement les écarts, pour pouvoir les analyser et engager des améliorations, engager des actions et s'assurer que nos actions elles nous permettent d'obtenir les résultats qui vont bien. Donc le but, c'est vraiment d'engager des actions, de voir les résultats. Donc c'est pas de passer des heures à les préparer, hein, c'est vraiment je les ai en un coup d'œil. Derrière, est-ce que c'est une action immédiate? Est-ce que c'est une résolution de problème structuré? Est-ce que c'est un chantier d'amélioration en DMAIC? Mes chantiers, mes résolutions de problèmes, il y a réellement un lien entre mes indicateurs
et puis mon chantier, et je boucle, je mets à jour mes objectifs, je mets à jour mes standards, et je m'assure que ça tourne, et puis on est dans la boucle bien connue de l'amélioration continue, de l'excellence opérationnelle. C'est important, ça rejoint des thématiques la pyramide que vous voyez au centre, les pyramides de pilotage, de mise en place d'AIC, d'animation à intervalles courts qu'on décrit assez régulièrement dans nos webconf et avec des webconf qui sont dédiés. C'est hyper important de se dire, comme l'a dit Guillaume, il y a souvent beaucoup de données dans l'organisation, souvent trop, et souvent c'est ne pas afficher les bons indicateurs aux bonnes personnes. Ça rejoint la remarque de Quentin, Monsieur Thomas, qui nous dit, qui nous met un mot en 5 lettres qui s'appelle SMART. Donc ça, c'est les objectifs qui doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et bien définis. C'est exactement ça, c'est d'être capable d'afficher, et c'est le but de cette webconf, d'afficher la bonne donnée à la bonne personne au bon moment. Et il se trouve que c'est parfois le cas, et au plus on progresse, au plus ça va être le cas, mais parfois ça l'est pas, et c'est là qu'on doit faire évoluer notre organisation, comme le décrit Guillaume, pour mettre la bonne donnée à la bonne personne au bon moment, et une donnée bien évidemment fiable, ce qu'on va creuser juste après. Et le partager permet aussi de fiabiliser. Donc, on est aussi dans cette boucle d'amélioration de la récupération de la donnée. Exactement, et de mieux piloter. Et effectivement, généralement, dans les sixièmes, enfin les cinquièmes, les Ishikawa, les arêtes de poisson, on va se poser la question La de mesure. mesure. Exactement. Exactement. Hop. Révis. Permet de reprendre la main. Merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas. Du coup, comme l'a dit Guillaume, on vient sur une organisation qui est centrée sur la donnée. La donnée, elle fait partie du système. Ben, en fait, pourquoi ne pas utiliser le Lean aussi pour améliorer le traitement de la donnée? Et finalement, on va retrouver tous nos outils et nos principes de base du Lean. Donc là, on n'est plus sur le DMAIC, mais sur tous nos outils qui sont pour améliorer nos flux, normalement, qu'on utilise traditionnellement. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans d'autres webconf sur comment améliorer les flux plutôt des opérations pour faire les bons produits au bon moment et de manière conforme. Ben là, on va se poser la même question, mais on va se dire, je veux avoir la bonne donnée au bon moment, donc le plus rapidement possible. On va travailler sur le flux des données, qui est le pilier de gauche, et puis la qualité de la donnée, qui est le pilier droite. Parce que si j'ai fait qu'accélérer mon flux de données, mais pour qu'elles deviennent de moins en moins précises, à un moment donné, Guillaume ne sera pas content non plus. Donc là, il me rappellera. Donc du coup, il faudra qu'on rééchange et qu'on travaille sur le pilier de droite, qui est la partie qualité. Donc ça, c'est hyper important. Et on va retrouver des outils qui, pour le coup, sont assez classiques. Là, je me permets de reprendre ce slide, qui est en fait un excellent rapport qui a été fait par Monsieur Ousmane Faye il y a 2 mois en Master Black Belt Lean Six Sigma, et qui s'est intéressé justement à cette notion de variabilité dans la data et de comment la réduire. Donc les 3 prochains slides il aurait dû être avec nous aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu l'être pour des raisons professionnelles. Du coup, merci pour ces éléments-là et tout ce qu'il a pu faire avec nous sur cette thématique-là. Donc, on va retrouver dans notre temple du Lean, dans ces piliers, des outils classiques comme le diagramme de flux. On verra juste après des exemples de cartographie de flux, de la VSM. Tous ces outils-là du CIPOC que vous connaissez certainement déjà ou vous pouvez croiser dans la littérature. Et puis dans la partie droite eh ben, c'est tout le bon du premier coup. Qu'est-ce qui fait que mon capteur sonne la bonne donnée? Est-ce qu'il est encrassé, pas encrassé? Est-ce que je clôture au bon moment, pas au bon moment? Toute cette qualité de la data, on va venir la travailler ici. Bien évidemment, je voulais préciser, tout ça, on va le faire pour que ça puisse parler à l'organisation et aux personnes qui sont dans les opérations. Et c'est bien évidemment l'humain qui est au centre. Et on va être au plus proche du terrain pour aller chercher les bonnes données et les capter de la bonne manière. Encore une fois, le travers classique, c'est qu'on a souvent beaucoup de données et on a tendance aussi à rajouter des données parce que la donnée est de moins en moins chère. Donc, capter de la donnée avec des micro-capteurs, c'est de plus en plus simple. Le seul problème, c'est est-ce qu'elle est pertinente pour les personnes? Parfois, on rajoute de la donnée pour de la donnée, et ça aussi, c'est une vraie forme de gaspillage qu'on peut observer. Et malheureusement, dans nos chantiers, on voudrait des données qui sont parfois pas disponibles. C'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça qu'on avance, ça fait partie des constats. Donc tout ça, ça va nous faire progresser encore une fois de la même manière pour mieux capter nos flux de données centrés sur les clients, pour mieux les satisfaire. Et ça va nous amener à travailler sur nos standards, comme le disait Guillaume. Est-ce que je solde l'ordre de fabrication à la bonne étape ou est-ce que je le fais qu'une fois par semaine? Est-ce que c'est fiable, pas fiable? Et bien ça, ce sont nos standards de fonctionnement qui vont faire qu'on va progresser. Donc il y a d'un côté la qualité technique, mais aussi la qualité de l'organisation à utiliser et à mettre à jour la donnée au bon moment. Et ça, c'est bien souvent, c'est les personnes qui le définissent. Et tout ça, ça va se retrouver dans la partie du haut, dans le toit, qui est la partie plutôt pilotage, de comment piloter, comment s'assurer qu'une fois que j'ai calé la donnée à bon niveau qualité, ça ne revienne pas en arrière. Et c'est justement le sujet de Ousmane qui avait été présenté et qu'on retrouve juste après.
On retourne dans la même méthodologie, hein. Guillaume a fait quelques teasers en intro, mais on a d'autres formes de gaspillage dans la donnée, hein, comme le trop de données, ce qui fait que je ne sais pas à laquelle je vais avoir besoin. Est-ce qu'elle est fiable, pas fiable? Je ne les cite pas tous, hein, bien sûr, vous aurez accès aux slides dans la suite. Les difficultés de priorisation, quand je commence à avoir 2-3 aléas, c'est sur quelles données je commence à travailler? Est-ce que c'est celle de la supply chain et du délai client? Est-ce que c'est celle du capteur de la machine parce qu'elle tombe trop souvent en panne et elle est prioritaire? J'ai malheureusement un temps limité par rapport aux ressources que j'ai allouées à la gestion de la donnée et je dois être capable de prioriser. On a souvent du coup des confusions. Comment prioriser? C'est quoi un incident? C'est quoi une anomalie? Qu'est-ce qui est vraiment grave ou pas grave? C'est très important de se le définir. C'était l'enjeu aussi du rapport d'Ousmane, justement pour que derrière, on puisse venir mettre en place une cellule qualité qui va venir travailler que sur ces thématiques d'amélioration de la qualité et qui va venir détecter des incidents ou des anomalies et faire de la résolution de problèmes vraiment que sur la donnée. Ça va nous aider vraiment pour les différents chantiers. Donc voilà pour les gaspillages qu'on va retrouver. Et puis là, je voulais encore une fois, de la part d'Ousmane, une de ses contributions. Là, vous avez un exemple de flux presque complet, mais en tout cas avec pas mal de fonctions. Donc tous les systèmes qui sont ici, soit en vision portail client ou des systèmes plus internes à l'entreprise, comme des ERP qui permettent d'aller capter les données et de gérer un peu tous les actifs de l'entreprise. Chacun va communiquer avec d'autres et va sortir un certain nombre de données qui vont être extraites. Et l'idée qui a été apportée par Ousmane et que je trouve très bonne, c'est de reprendre un peu le système du Nutri-Score pour dire dans toute mon organisation système d'information, on en est où en termes de qualité de la donnée? Est-ce que je suis performant? Auquel cas, je suis vert. Et là, la vision client, elle est propre et j'ai pas de débat là-dessus, mais je le monitore. Et j'ai des clients, encore une fois, alors ça, c'est pas chez Ousmane, des clients personnellement qui, toutes les nuits, ont des traitements de batch qui tournent dans les services IT. Et le matin, en arrivant, vous avez tout un monitoring qui arrive et qui vous sort ces scores à jour, qui permet d'orienter les équipes pour la journée. Et s'il n'y a rien à faire en termes de pilotage des opérations, à ce moment-là, on peut faire de la gestion de projet. Mais au moins, on commence par visualiser ça et de voir que parfois, sur certaines briques, je vais avoir des task force à déclencher parce que là, j'ai des vrais problèmes. Entre-temps, j'ai des échelles intermédiaires. Je continue de regarder, mais j'ai rien à faire. Donc, cette échelle-là, d'avoir un indice qualité, et on est vraiment dans la thématique du bon du premier coup, le pilier de droite qu'on a vu juste avant, pour être capable d'afficher des données pertinentes, parce que l'impact de ne pas avoir ça fait que du coup, soit on va faire des chantiers qui ne seront pas efficaces parce qu'on pensait prendre une bonne décision, manque de bol, ça ne sera pas la bonne parce que la donnée de base n'était pas la bonne, soit je sais pas où j'en suis et je ne sais pas si je suis performant ou pas. Donc c'est hyper important pour la prise de décision de travailler sur ces sujets-là, qui consomment quand même du temps, mais avec ce type d'organisation, on apprend dans le temps et on s'améliore. C'est ça qui est important. Si on avance un petit peu, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur le pourquoi mesurer, comment faire, comment décliner un peu nos concepts du lean dans la data, on va un petit peu plus loin sur, on a ce constat-là, comment est-ce qu'on veut les organiser? On a vu que parfois elles étaient un peu silotées. Comment est-ce qu'on va les fédérer justement pour aller plus loin et comment est-ce qu'on va améliorer la qualité sous forme de résolution de problèmes? Je vais y arriver, hein, décidément. La qualité de la donnée. Donc là, on a 9 axes en fait pour travailler sur la qualité de la donnée, qui sont. Donc on va s'intéresser au numéro 4 juste après, mais dans un premier temps, est-ce que ma donnée elle est complète? Est-ce que j'ai bien mis la bonne date? Si j'ai la date avec 2-3 attributs supplémentaires, est-ce que j'ai tout dedans? Ça, c'est la première question que je vais me poser. Est-ce qu'elle est précise? Comme le disait Guillaume, est-ce que je suis précis au quart d'heure, à la journée, à la semaine, au mois? Forcément, ça va impacter dans la vision que j'ai de la réalité ou du décalage que je peux avoir. Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce que c'est bien la bonne date ou est-ce qu'il y a des problématiques qualité intrinsèques à la donnée? Un point très important qu'on a vu depuis l'introduction, qui est son unicité. Est-ce que j'ai la même donnée qui est à plusieurs endroits, comme on l'a vu en introduction? Si j'ai ça, le problème, c'est qu'il y a bien souvent on ne la voit pas du même moment, ce qui fait qu'il y a des risques forts d'interprétation entre les fonctions. Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est fraîche? Est-ce qu'elle a été mise à jour récemment ou est-ce qu'elle est trop ancienne? Est-ce que je suis capable de la tracer, de la mettre en lien avec des copines d'avant ou d'après dans le flux? Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'elle est claire pour la personne qui la regarde? On l'a vu, on parlait de pertinence tout à l'heure. Et est-ce qu'elle est disponible aussi pour la bonne personne au bon moment? Donc voilà, il y a matière à travailler sur la qualité, sur différents sujets. Et le sujet est vaste.
Si on se centre plus, du coup, sur la partie unicité, on va aller un peu plus loin pour se centrer sur quelqu'un qu'on connaît bien, c'est-à-dire le flux. Guillaume, je te laisse la suite. Ouais, donc à la fois le flux et à la fois finalement quel est notre rôle dans le flux. Quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'attendent nos clients, quels sont nos besoins nous pour faire tourner aussi nos services. Et donc c'est là où tous se mettre au service du flux et identifier les besoins de chacun, nos interfaces. Pour bien servir nos clients, hein, parce que c'est quand même le but et le client est au centre de la démarche avec les équipes et l'entreprise, hein, bien sûr. Et c'est là où alors on peut commencer à être bloqué avec l'ensemble des fichiers Excel qui sont dispatchés un petit peu partout sur le réseau, ou pas d'ailleurs, parfois sur des postes de travail où c'est pas interfacé avec le reste du monde, et finalement on n'a pas accès aux infos. Donc là, c'est de se dire, bah ouais, c'est quoi nos missions? Travailler au service du flux, et on va agréger l'ensemble de nos données. Alors, on peut aussi agréger hein, des données qui sont issues de différents fichiers Excel. Ça va appeler à les stocker à un endroit défini. Ça va aussi appeler à avoir des enregistrements et des feuilles de calcul qui ne changent pas toutes les 5 minutes, quoi. Donc, sinon, on ne va pas arriver à centraliser l'ensemble. Et l'idée, c'est de se dire aussi, ben, pensez flux, pensez goulot. Là, j'ai un exemple chez un client, là, ils sont en train de centraliser l'ensemble des données qu'ils ont dans leur fichier Excel pour, en animation quotidienne et hebdomadaire, visualiser finalement l'ensemble du flux, de la partie commerce, prise de commande, jusqu'à l'expédition, en passant par le BE et les ateliers d'assemblage, et de voir où est-ce que ça bloque et comment on va prioriser ensemble les différentes commandes clients pour mieux les servir. Donc, y a des outils hein, qui sont assez intéressants pour pouvoir le faire. Donc, par exemple, Tableau, Power BI et ClickSense, et qui permettent de centraliser en un seul endroit, finalement, faire de la business intelligence et visualiser notre performance. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Guillaume, c'est que cette étape 1 de création de données uniques, c'est bien évidemment un chantier en tant que tel, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses faites parce que c'est la première occasion qu'on voyait tout à l'heure la petite fille avec la fleur et les personnes autour de la table pour dire, OK, on en va où, on se voit comment? Le fait de mettre au pot commun dans un univers donné fait que chacun va amener sa donnée pertinente pour lui par rapport à sa valeur ajoutée dans le flux, et les autres fonctions vont amener les leurs. Mais au moins, chacun va comprendre la contribution de l'autre et tout le monde aura la même valeur au même moment. C'est vraiment des chantiers en tant que tels et vraiment en intelligence collective avec les fonctions. Avec une vraie transversalité, comme tu dis. Ouais. Et puis, moi, j'ai besoin de cette info de ta part, et moi, je vais te donner telle info pour toi. Et là où c'est pareil sur une construction donc, de pyramides de pilotage avec de la digitalisation, un des retours d'un responsable de service, ça a été, bon, déjà, je comprends mieux pourquoi mes collègues, ils ont besoin de l'information, et je vais être beaucoup plus vigilant sur la manière de l'enregistrer, parce qu'ils en ont besoin et ça va déclencher chez eux des actions ou des réactions. Donc, si je leur donne pas la bonne information, soit ils vont pas réagir alors que c'était nécessaire, soit ils vont réagir alors que ça l'était pas. Hein, donc, c'est un problème. Et donc, il faut que tous les matins, à telle heure, c'est un peu le diagramme de flux que tu présentais tout à l'heure, à tel moment, ils aient bien l'information pour pouvoir piloter leur équipe et faire leur équipe. Je rebondis sur la remarque de Valérie qui nous dit certainement le plus compliqué, c'est quand j'ai dû dire que c'était un chantier en intelligence collective. Et effectivement, en rejoignant la conduite du changement, ces premiers chantiers-là sont effectivement assez sportifs pour que chacun, justement, voit l'intérêt, comme tu le dis, Guillaume, de parler à son voisin et d'amener sa donnée à lui et de regarder les données de son voisin au même endroit. Effectivement, c'est un peu d'humain. Je confirme. Et la crainte qu'il y a, et c'était le cas là, avec un autre client, c'était OK, je sais qu'il y a un fichier Excel à tel endroit, je sais qu'il y a les informations dont j'ai besoin, mais j'ai pas envie de tout casser parce que si je vais pas la piocher de la bonne manière, vu que c'est pas toujours d'une grande robustesse, si jamais je lui écrase une donnée, lui il va perdre de l'information. Donc c'est là où il faut être bien clair sur comment on gère, comment on va chercher les données. Typiquement, dans Power BI, on a Power Query qui permet d'aller chercher les infos au bon endroit sans aller faire des macros et écraser sans faire attention des données des données dont aurait besoin un autre collègue et qui a passé du temps à enregistrer. Voilà. C'est vrai.
Donc ça où la business intelligence, elle prend tout son sens, hein, donc l'informatique décisionnelle, si on parle en français, ça va être de connecter l'ensemble des données, l'ensemble des sources de données, et en fait d'avoir des agrégateurs qui vont permettre d'aller piocher aussi bien dans un fichier CSV, aussi bien dans un fichier, dans une base SQL, aussi bien dans un fichier Excel. En fait, c'est assez riche du web et ainsi de suite. Donc, c'est pas le RP, hein. Le RP, dans l'histoire, c'est la source. Enfin, c'est une des sources de la donnée. Là, l'idée, c'est d'avoir un outil pour aller chercher dans l'ensemble de nos systèmes d'information, pour pouvoir regrouper les données à un endroit, on pourrait dire une place, un peu une place publique, enfin, plus ou moins publique, en tout cas notre place à nous quand on a besoin d'animer, avec les visuels qui sont importants pour nous, et de les restituer euh, de manière la plus visuelle possible, comme on disait tout à l'heure dans la pyramide de pilotage, pour pouvoir voir si on est bien par rapport à l'objectif, si on est en écart, si on n'est pas en écart, est-ce qu'on a plutôt des problèmes de tendance, est-ce qu'on a plutôt des problèmes de valeur individuelle, voilà, et de pouvoir agir le plus rapidement possible. Voilà. Donc il peut se connecter, alors la liste elle n'est pas exhaustive parce que je ne sais plus combien exactement de connecteurs il peut y avoir, mais ils sont assez importants, du SAP, du Excel, du Salesforce. Voilà. Et de toute façon, là, l'histoire fait que c'est l'interconnexion qui fait la puissance des outils. Donc le but n'étant plus d'avoir des outils fermés, mais des outils ouverts. euh, Parce que c'est un peu l'intelligence collective qu'il y a derrière ça, mais des outils fermés ne permettant pas de faire ce qu'on veut, on va avoir tendance à aller sur des outils ouverts. Et donc la BI, elle va nous permettre de piloter l'activité, donc de visualiser de manière la plus intuitive possible, hein. Généralement, c'est des outils quand même qui sont assez simples, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire du code, hein. Il y a généralement une grosse partie de nos codes dedans. Alors, si nécessaire, il va falloir coder un petit peu. Là, c'est là où l'IA, elle est sympa aussi, c'est que généralement, elle nous donne aussi les bonnes lignes de code pour le faire, et de visualiser les écarts. Donc ça va être le pilotage multi-quotidien, quotidien, hebdomadaire, mensuel. Et puis, la BI, elle nous permet aussi d'aller identifier de manière des fois un peu plus macro, donc sur du PIC, donc plan industriel et commercial, sur du plan de production, voilà, de connecter le commerce, la prod, la supply, les ressources humaines, le contrôle de gestion, en fait, tous les services de l'entreprise, qu'on fasse aussi bien du service que de l'industrie, que de la logistique et ainsi de suite, et de s'aligner. Hein, donc de bien voir les potentielles dérives. Ici, Mickaël, si tu veux enrichir sur la partie supply, qui est ton La dada. partie supply, on le fait très souvent. On va aller chercher des données qui sont principalement dans le RP, mais parfois dans des fichiers Excel un peu connus seuls de la production parce qu'il y a des types de données qui ne sont pas gérées dans le RP. Un peu dans le CRM pour avoir les typologies de clients et on va aller regarder un peu tout ça. Et on va pouvoir voir sur un même graphique toutes les données de production avec tous les films de commandes tels qu'ils ont été reçus par le service commercial. Et on va pouvoir commencer à regarder un peu la variabilité à la journée et puis à se poser des questions en disant bah tiens, si je veux servir mon client en 3 semaines, ou est-ce que j'ai la capacité de lisser sur les 3 semaines mon portefeuille de commandes clients, ce qui veut dire que je vais réduire ma variabilité et du coup avoir un délai un peu plus long, mais par contre besoin d'un peu moins de capacité en production. Donc par rapport à mon délai d'offre et versus ma charge et ma capacité, je vais pouvoir me réajuster en temps pas réel, mais en tout cas dans mon plan de production plutôt mensuel ou parfois dans les routines de pilotage en ordonnancement, on aura des vues dédiées pour voir la charge en hebdomadaire, pour voir comment elle bouge par rapport au portefeuille client et comment il se remplit. Donc ça donne du sens à tout le monde autour de la table sur des fonctions qui, on parlait de complexité tout à l'heure, qui parfois n'ont pas toujours tendance à se réunir, le commerce, la production et la supply, pour être sûr que tout le monde a bien la vision d'ensemble de voilà ma charge où elle en est, voilà mes clients où ils en sont. Et ça permet à chacun de pouvoir, dans son propre environnement, faire d'autres choix, notamment la production pourra déclencher soit des heures supplémentaires ou alors réduire la capacité si jamais on s'aperçoit que c'est en train de baisser, etc. Donc ça amène quand même des vraies discussions et des décisions différentes d'avant, ça c'est clair. Donc, ouais, voir tous la même chose. Et puis sur de la supply, des cas aussi où quelle est ma politique d'approvisionnement et comment je l'ajuste à ma consommation. Parce que parfois, on a tendance à approvisionner en grand volume, alors que finalement, on consomme tous les jours un petit peu. Enfin, voilà. Donc, ça permet aussi de connecter les systèmes, parce que des fois, le système qui permet d'acheter, c'est pas forcément le système qui permet de suivre le stock et de les mettre en lien tous les deux.
Et puis finalement de voir si ce qu'on a fait, les problèmes qu'on a résolus, les actions qu'on a engagées, elles amènent les résultats attendus. C'est vrai que ce que tu dis, c'est des exemples qu'on fait, excuse-moi, je te coupe, mais qu'on fait souvent dans les diagnostics, c'est de regarder un peu sur certaines références qui sont souvent très stables en expédition. Et puis vous apercevez que les composants qui sont utilisés dans ces produits-là, quand vous regardez, pour le coup, on passe des grosses commandes à nos clients, mais des commandes beaucoup moins fréquentes. Alors, soit parce qu'on ne passe pas des commandes assez souvent, soit parce qu'on a des gestions de stock intermédiaires qui viennent nous rajouter des effets, ce qu'on appelle des effets de pompage, qui font que pour un signal qui est très plein en sortie, en entrée, on a plein d'à-coups. C'est ce qu'on appelle un peu, si vous faites des webconf avec nous sur la partie supply, le bullwhip effect. En fait, on le voit très bien là-dedans parce qu'on voit la sortie, on regarde que la sortie et on voit l'entrée et vous mettez tout dans le même visuel. Et là, je peux vous dire que c'est comme la petite fille avec sa petite fleur et les gens autour de la table. Là, il n'y a plus de débat. On sait très bien que là, c'est nous, organisations, qui générons des gros appels chez les fournisseurs qui, du coup, c'est bizarre, ont tendance à être en retard, mais forcément, si on en commande trop peu souvent et beaucoup, ils ont du mal à livrer à l'heure. Donc, ça nous interroge beaucoup là-dessus en termes de maturité supply. C'est aussi un des exemples qu'on peut croiser souvent, ça. Ouais, et puis c'est une entrée sur le lissage et le flux tiré aussi, donc c'est assez intéressant. Alors soit on les connaît pas et c'est vrai que on les amène, soit on n'en a pas conscience parce que aussi on récupère pas forcément les données à la même maille temporelle, hein, ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y en a, on va le regarder tous les jours, et puis le regarder tous les mois, tous les ans, et finalement l'action n'est pas sur la même vitesse, on voit pas la même chose et c'est bien. Exactement. Et oui, effectivement, la VSM, elle permet de montrer ça. Mais en fait, là, on est complémentaire à la VSM. C'est-à-dire que on a le visuel de la VSM, on va venir avec les données et voir déjà où est-ce qu'elles arrivent, où est-ce qu'elles sortent, et de pouvoir visualiser toutes ces notions d'à-coup, ces notions de conso, ces notions de performance à chaque étape. Une excellente remarque parce que j'ai un client chez qui, justement, on a mis le flux sous forme de VSM dans la BI et les principales données qu'on avait choisies à l'intérieur. Ce qui veut dire que pour un directeur, un opérateur, un manager, tout le monde a cette vision-là. Et c'est juste incroyable quand on met les deux dans le même visuel. Je suis d'accord avec vous, monsieur Thomas. Quentin, excellente remarque. Et pour les plus aventureux, vous pouvez, au-delà des statistiques graphiques, aller chercher un peu plus de statistiques, on va dire, d'inférence, d'arriver à chiffrer l'influence d'un facteur et l'intégrer. Alors, il y en a qui préfèrent du Python, il y en a qui préfèrent du R, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, aujourd'hui, si vous demandez à votre IA, des fois, de résoudre, de me dire est-ce qu'il y a un impact, il n'y a pas un impact, et qu'il n'y arrive pas, il vous donnera du script et que vous pourrez intégrer dans votre Power BI ou autre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut l'implémenter. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont en train aussi d'arriver, parce qu'on voit quand même qu'il y a des outils qui s'approchent quand même énormément de la statistique d'inférence qui sont dans les outils de BI. Si ne sait pas faire nativement, il va vous dire je peux intégrer du R, je peux intégrer du Python, et puis vous pouvez aller plus loin. J'ai perdu mal. Hop. Et du coup, une fois qu'on a fait cette première étape de mise en commun sous forme de chantier, de la BI, souvent dans des fichiers Excel un peu isolés, naturellement, l'organisation en progressant en maturité va aller dans une approche un peu plus technique, techno, aller sur des entrepôts de données, ce qu'on appelle des data warehouses, qui, eux, vont venir s'alimenter des différents systèmes. On le disait tout à l'heure, hein, les ERP, donc lui, c'est lui qui gère toute la partie machine, gamme de fabrication, nomenclature, la partie client avec le CRM, l'interface web si vous en avez, différents logiciels métiers, je pense notamment à des SolidWorks, des logiciels un peu méca, qui vont vous sortir des données. Tout ça va venir être alimenté via des interfaces. Alors, vous avez différents systèmes pour simplifier l'interfaçage. Je ne vais pas détailler là, mais du coup, nos Power BI ou nos BI qui allaient chercher directement dans un système vont venir chercher après les données dans un entrepôt unique de données. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a quand même centralisé une vision commune dans l'organisation de chaque type de données. Et ça, c'est important pour pouvoir, dans le C ou dans le check, dans le PDCA, pour s'assurer qu'on parle toujours de la même donnée. Je réagis en même temps à la remarque d'un utilisateur qui me dit, c'est effectivement l'étape check du PDCA. La donnée, elle sera là-dedans. Mais on est sûr que dans tous nos chantiers, on fera appel à ces entrepôts de données. Et ça marche plutôt bien avec le service informatique. On le fait très souvent. Et tout ça, après, pour du reporting, pour générer des documents en automatique, des commandes ou des suivis de commandes, etc., des tableaux de bord ou de l'affichage dynamique. Donc ça nous permet d'aller déjà plus loin.
Et ensuite, maintenant qu'on est déjà assis d'un point de vue gestion de la donnée, on sait qu'on a de la donnée unique, on sait que tout le monde la partage, on sait que l'organisation a déjà de la maturité parce qu'elle est capable de voir la même donnée au même moment et à faire des chantiers. Parce que ça aussi, c'est une vraie différence entre l'avant et l'après quand on fait du lean. On va aller plus loin avec d'autres outils. Et on va avoir, alors ça, c'est pas pour toutes les organisations, bien évidemment, mais en grossissant, ça, c'est des choses qu'on travaille, par exemple, avec le C-Team ou des entreprises qui bossent aussi là-dessus, des prestataires dédiés. On va passer vers du big data. C'est juste pour un peu vous expliquer le mot, ce que ça veut dire, la différence avec la BI. Le big data, c'est qu'on est en train de traiter des gros volumes de données. C'est-à-dire qu'on va être sur en général du plus de 1 teraoctet de données. Et comme on fait appel à des gros entrepôts de données très volumineux, ça veut dire que, un, il faut des serveurs beaucoup plus gros, et deux, il faut des algorithmes différents pour venir les traiter. Et le but de ces algorithmes, ça va être justement de nous sortir à partir de ce gros volume de données des réponses très précises en partant de gros volumes de données. Plutôt techniquement intéressant. On ne va pas le détailler ici parce qu'on pourrait y passer quelques heures, et ce ne serait pas moi qui vous répondrai d'ailleurs, ça tombe bien. Donc, dans le big data, on va chercher à avoir des gros volumes de données, de la vélocité, c'est-à-dire qu'on alimente en continu ou de manière le plus rapidement possible avec des données qui viennent de capteurs ou de systèmes de téléphone, comme on a par exemple chez Google ou chez Twitter, on le verra juste après. Donc, j'amène de la donnée en continu avec des formats très différents, structurés ou pas. On verra après comment on va les traiter, mais tout va arriver en grande masse. Et l'objectif, pour le coup, c'est d'aller vers chaque donnée, ramener des données qui soient de qualité. On retrouve la même thématique de ce qu'on a, mais sur des volumes de données très importants. Est-ce qu'elles sont suffisamment correctes et précises? Et derrière, c'est quoi la valeur de sa donnée? Et pourquoi je vais m'en servir finalement? Parce que le but de tout ça, c'est quand même ça. Comme disait Guillaume, si on rajoute de la donnée pour de la donnée et qu'on n'en retire pas d'exploitation, c'est peut-être pas intéressant d'avoir de la donnée pour le coup. Donc c'est ça la vraie force du big data, c'est d'être capable d'arriver avec des grosses données, de sortir des données précises et fiables pour l'exploitation. Et ça, vous l'avez typiquement dans les grands systèmes avec des approches différentes dans les algorithmes, entre des approches plus Twitter qui va se faire inonder par beaucoup de données en permanence avec tous les petits fils conducteurs que vous avez qui vont nourrir les algorithmes avec pour le coup des terras et des terras de données. Et vous avez après une approche plus Google qui est là pour le coup, j'ai un grand lac de données que je mets à jour régulièrement et je fais des gros batchs pour en sortir des index et aller vers des réponses rapides à partir de gros environnements de données. Sujet complexe, assez complexe techniquement. C'était juste pour vous donner la différence entre le big data, la BI. Ça, c'est un peu différent, mais complémentaire. Tout le monde ne passe pas par le big data. Non, par contre, on se retrouve des fois avec des fichiers aussi un peu volumineux sans forcément être dans le big data. Oui. Et donc, on atteint des fois les limites aussi de nos outils simples, typiquement Excel. Exactement, oui. C'est-à-dire que voilà, j'avais perdu. Et donc, c'est là où on a de la donnée, on a pas mal de données, on l'a structurée, ou alors elle n'est pas forcément hyper structurée non plus, hein, mais l'idée, c'est d'aller chercher des outils pour nous dire, peut-être prédire ce qu'on va arriver à faire, ou du moins nous dire la donnée que je viens de récupérer, la donnée que je viens de générer, est-ce que finalement elle n'est pas en écart, est-ce qu'il n'y a pas une dérive? Alors une dérive, elle peut être bonne comme moins bonne, hein. C'est souvent quand on dit qu'il y a une cause spéciale, il est en train de se passer quelque chose, ça peut être une bonne nouvelle, hein, ça peut s'améliorer, oui, tout seul. C'est ça peut s'améliorer. Alors soit on a la tendance qui montre que ça s'améliore, soit on a la variabilité qui diminue, ce qui est aussi une bonne nouvelle parce que des systèmes un peu plus prédictifs, c'est quand même plus sympa à gérer que des systèmes qui génèrent énormément de bruit, quoi. Donc, en tout cas, c'est plus simple. On sait à peu près à quoi s'attendre. Donc, la problématique du délai et puis de la variabilité et de l'adaptation du système à tout ça. Donc, on retrouve généralement des outils qu'on connaît bien, des outils qui sont des outils de régression. Alors, ça peut être des régressions linéaires, cubiques, ainsi de suite. C'est aussi des outils de régression logistique avec des sorties qui peuvent être binaires, des sorties qui peuvent être nominales, qui peuvent être ordinales. On peut aller chercher pas mal d'outils là-dessus et faire des arbres, identifier et réduire le nombre de facteurs pour savoir si
pour avoir un modèle un peu plus léger aussi, parce que ça ne sert à rien de mettre un nombre de facteurs hyper important qui va consommer énormément de ressources de calcul, alors que finalement, sur les 30 Avec moins de facteurs, données, on va y arriver. Ouais. ouais, on en a que 4 ou 5 qui jouent, quoi. Donc, ça va être aussi de regarder finalement ce qu'on appelait les résidus, nos bruits. Ouais, Minitab est pas mal, effectivement. Il fait bien tout ça, et vous verrez qu'il y en a d'autres aussi qui arrivent à le faire. Donc, oui, les outils et les logiciels d'analyse statistique qui avant étaient axés peut-être sur des outils un peu plus Six Sigma, on voit quand même qu'ils commencent à énormément intégrer d'outils plus pour la big data. Hein, donc, par exemple, les Trimap, les cartes. Euh, à intégrer aussi de l'absorption de données en temps réel, là où souvent on est sur de l'analyse de données a posteriori. Hein, bon, c'est déjà bien de le faire, mais c'est quand même mieux de détecter les écarts quand ils arrivent. Hein, ça permet de réagir au bon moment et finalement être le moins loin possible dans le temps par rapport à la génération du problème. Donc de pouvoir agir et pas forcément devoir faire une énorme enquête de police pour arriver à trouver pourquoi on a eu un écart. Donc voilà, et d'analyser finalement, ok, aujourd'hui, on sait que notre système, il est prédictif, il va faire telle sortie avec telles entrées. Donc mettre sous contrôle aussi nos entrées et puis regarder si des fois, on n'a pas des dérives de la stabilisation des tendances. Et dire un peu comme nos applis qu'on peut avoir, nos applis de santé ou de sport qui disent, ah bah tiens, j'ai détecté un changement de tendance. Aujourd'hui, on fait plus de pas, plus de kilomètres. Attention, votre cœur, il est en train de dériver un petit peu, ou alors votre rythme cardiaque s'améliore. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tous ces messages qui peuvent être déclenchés pour vous dire il se passe quelque chose et ça peut être une bonne nouvelle. Vu qu'on pilote notre performance, généralement, on va avoir pas mal de bonnes nouvelles. Et puis, au-delà de ça, on se retrouve aussi avec des outils d'IA aujourd'hui qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ça, en particulier parce qu'on a l'approche, là, tout à l'heure, plutôt supervisée et l'approche non supervisée. Donc, l'IA, c'est pas non plus magique, hein, ça repose aussi sur un apprentissage. Sur du tri, de la classification, généralement humaine. Alors, en termes de précarité, c'est quand même des petites mains qui vont classer les photos, les images, les textes et ainsi de suite. Mais ça va plus loin que ça parce que là, on se rend compte vite qu'on est limité. On arrive maintenant à avoir des réseaux de neurones assez puissants. Et je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça change tout le temps et c'est pas tout à fait non plus notre domaine là-dessus, mais en tout cas des réseaux de neurones qui permettent de plutôt se reposer sur du contexte, de plutôt faire du regroupement, de plutôt analyser des situations et pouvoir donner une réponse par rapport à une situation donnée, ce qui aussi amène parfois de la variabilité dans la réponse que vont vous faire les IA. Hein. Parfois, vous posez plusieurs fois la question et il répond pas tout à fait la même chose. Donc il y a cette partie-là. Et puis, c'est aussi de l'entraîner, cette donnée. Hein, de la renforcer en lui disant tiens, la réponse que tu m'as donnée, elle est plutôt pas mal. Donc, c'est lui donner finalement une récompense. Et donc, vu qu'il va l'intégrer, il répondra mieux la prochaine fois. Ou lui dire non, là, tu es un peu à côté de la plaque, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Donc, et donc aussi de lui dire non, c'est pas bon. Donc, il va aller chercher différemment une réponse, lui demander de reformuler différemment. Il y a quand même un sujet avec les IA, en tout cas les IA génératives, c'est aussi de leur poser les bonnes questions pour avoir les réponses attendues. Et puis, ces stats-là, ces données-là, que ce soit par des outils type Minitab ou autres, ou de l'IA, c'est d'aller les analyser. Donc, on a des données. Généralement, ce qu'on a souvent comme question, c'est est-ce que les AIC, c'est efficace ou pas? Qu'est-ce que la mesurer, effectivement. C'est souvent des questions qu'on a, ouais. Mesurer l'efficacité directe de l'AIC, sachant qu'on attaque tous les sujets de la performance. Ouais. C'est Et là, donc c'est un cas réel hein, qui est présenté là. Et avec, quand on a fait le cadrage au départ, c'était OK, qu'est-ce qui va vous faire dire que vous avez réussi en fait le déploiement des AIC? Et il y a un indicateur, parce que là, on est sur de la prestation logistique et on est sur un taux de service, hein, donc c'est un vrai sujet dans ces métiers-là, de bien servir le client au bon taux de service. Alors, on était déjà un objectif de 98,7 et des équipes qui étaient déjà à un très très bon niveau, voire un excellent niveau. Hein. Je pense que certains peuvent rêver de ce niveau de taux de service, de se dire si on améliore le taux de service et si on le stabilise, on va être bon. Donc oui, AIC, animation à intervalles courts, donc toutes les boucles de pilotage, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, à l'heure, à la minute, et ainsi de suite. Et
Et donc, on a ce taux de service qui était déjà suivi. On a regardé tout au long du déploiement des AIC ce que ça donnait pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, on commençait à avoir 9 points consécutifs au-dessus de la moyenne. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on recherche des causes spéciales, de s'assurer qu'on est arrivé à améliorer les choses. Et ce qui montre qu'en fait, l'ensemble des services du site, que ce soit la réception, parce que pour pouvoir bien préparer, il faut avoir les colis au bon moment, la gestion des stocks qui assure la conformité du stock et qui fait que la préparation, ils vont avoir bien les bons colis pour pouvoir préparer, le pilotage du flux, la préparation, l'expédition, en fait, tout ce flux, en fait, on parlait de VSM tout à l'heure, tout ce flux de valeur et l'ensemble des services support qui vont avec, va faire qu'à la fin, on va avoir un bon taux de service, quoi. Vu qu'on se parle et qu'on s'ajuste, et qu'aussi on fait des points avec le client, parce que ça compte aussi, on améliore notre process. Et c'est pas tout de le dire avec des graphes. Là, typiquement, j'ai sorti les analyses statistiques, c'est de se dire, OK, on a amélioré non seulement notre valeur moyenne, donc on est meilleur en moyenne, et en plus, on a moins de variabilité. C'est ça qu'on va souvent chercher avec l'AIC, c'est ce que j'allais dire, Guillaume, c'est que parfois, alors ça dépend du niveau de là où on part, où on veut aller, mais on atteint la même performance de manière beaucoup plus stable dans le temps. C'est la conséquence que chacun se parle bien au bon moment sur les bons sujets de la performance client à son niveau, quoi. Et ça, on l'observe vraiment en termes de stabilité de la performance, mais là, au moins, on a la réponse clairement et précisément. Ouais. Et un taux de service dans les services, typiquement, je suis chez un client franchement du service. Donc oui, et là on est en train de construire aussi la mesure justement du temps de traversée, parce que vous voyez pas, ils ont les données, les enregistrements, mais pas forcément aller les chercher. Là on est en train de construire aller les chercher. Quand est-ce que je reçois la demande? Quand est-ce que je la clôture? J'y ai répondu pour effectivement améliorer le taux de service. Donc là, c'est pour du chiffrage, donc le taux de service pour le commerce, pour les clients et pour l'entreprise. Finalement, c'est de la Souvent, vente. pour améliorer le taux de service, effectivement, on va travailler uniquement sur le temps de traversée pour faire en sorte qu'il soit plus stable aussi. Parce que s'il est plus stable, ça veut dire qu'on peut mieux planifier. Parce que planifier une activité, si elle prend une fois 2 jours et une fois 6 mois, c'est bien évident que la probabilité de tomber juste, c'est pas la même. Donc la stabilité du temps de traversée, juste en la regardant, naturellement, ça améliore la qualité de service puisqu'on planifiera mieux. Ouais. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, la mesure de quand est-ce que j'enregistre, est-ce que j'enregistre quand j'ai le temps, est-ce que j'enregistre tous les soirs, est-ce que j'enregistre en fin de semaine, le vendredi après-midi parce que je suis moins embêté, là on est dans ce cas-là justement. C'était la résolution de problème avec l'équipe, c'est de dire ok, moi des fois j'oublie. Ah ok, comment on va piloter pour pas oublier parce qu'on en a quand même besoin. Le but c'est pas de mesurer pour mesurer, c'est vraiment d'avoir une mesure pour pouvoir être meilleur et mieux servir nos clients qui sont internes ou externes. Donc, une belle réussite de déploiement de l'AIC, ça repose aussi sur les équipes qui ont pris le sujet, qui l'ont déployé à tous les niveaux. Donc, bravo à eux. Et puis, un sujet peut-être un petit peu différent. Qualité, un sujet différent, donc sur du diagnostic, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur de l'interview terrain, sur de l'interview manager, sur de l'interview directeur. En fait, le truc, c'est sur un bond du premier coup, donc un indicateur qui suivait, qui disait celui-là, il faut vraiment qu'on arrive à l'améliorer, et on est presque sûr qu'on est hyper complémentaires. Individuellement, on a nos défauts, nos qualités, mais tous ensemble, on est certain meilleur. qu'on pourrait arriver à faire quelque chose et on pourrait arriver à être meilleur. Et le truc, c'est vous avez un peu de données, oui, parce que c'est quand même notre sujet de faire bien du premier coup, d'éviter de faire du mur de la qualité, parce que c'est un peu le sujet ils contrôlent, il y a un mur, là, les clients ils sont bien servis, c'est pas un problème, mais c'est l'effort qu'ils vont mettre pour arriver à servir le client, et puis aussi d'un autre côté la fierté d'avoir bien fait du premier coup et de ne pas avoir filé au service suivant un truc un peu pas bon, quoi, qui va devoir récupérer, rattraper, s'assurer que ça fonctionne. Voilà, donc derrière le bon du premier coup, il y a aussi du lead time, il y a aussi du temps de traversée, c'est-à-dire que le service suivant il va mettre plus de temps à traiter. Oui, donc c'est bien un qui 2 pour ça. Donc on fait un petit qui 2. Donc ça c'est l'outil. Là l'idée c'est de se dire on récupère l'ensemble des informations des équipes. Voilà. Ils ont envie de s'améliorer. On va se dire tiens, qui pourrait travailler avec qui pour pouvoir améliorer le process.
Et donc là, Minitab nous fait un petit graphe qui est bien sympa ici, c'est qu'il va nous dire par rapport à l'attendu, sur certains sujets, il y en a qui sont meilleurs, et sur certains sujets, il y en a qui sont moins bons. Et la puissance du truc, c'est quand même de se dire qu'on se rend compte que si l'équipe D faisait de l'échange avec l'équipe F, et qu'ils faisaient de l'intelligence collective, ce qu'ils vont faire, hein, bien sûr, parce qu'ils en ont envie. Donc le terreau est fertile, donc c'est ça qui est super intéressant. Ils vont pouvoir améliorer le process. Et puis c'est aussi de se dire que ces écarts qui sont là, on a suffisamment de données pour pouvoir dire qu'ils sont significatifs. Parce que le nombre. C'est une des manières de construire les fameuses bonnes pratiques en équipe, justement, intelligence collective, c'est de se dire, il y en a sur certaines opérations qui sont meilleures sur une partie, d'autres sur une autre partie, et quand on les met ensemble, la somme des deux fait quelque chose de bien différent qui fonctionne bien pour tout le monde. Ouais. Excellent. Et puis, faire des stats dans des logiciels, ça demande de les maîtriser, ça demande d'apprendre comment ça fonctionne, ça demande d'utiliser un langage aussi qui est dédié. Alors, l'IA, on peut l'utiliser pour faire des stats en langage naturel. Ça demande aussi de savoir qu'est-ce qu'on va lui demander, comment on va la prompter. C'est donc poser les bonnes questions de la bonne manière pour avoir les réponses attendues. Voilà, faut quand même savoir un peu de quoi on parle, mais par contre, le faire en langage naturel, ça simplifie énormément l'accès à l'outil. Et donc, sur de l'analyse statistique, alors vous verrez, là, c'est plutôt c'est copilote. C'est copilote à gauche. Je lui demandais combien il faut que je prenne de données pour m'assurer que finalement, j'ai bien amélioré mon process, quoi. Donc, passer de 5% à 1%, je vais être à 95% sûr. Donc, ça veut dire que, là, j'ai déjà une idée de la question, comment je vais la poser. Si jamais vous ne lui donnez pas les bonnes infos, il va vous poser les questions en pas à pas pour vous dire, OK, mais c'est quoi le niveau d'erreur que tu acceptes? C'est quoi le niveau d'erreur, enfin le niveau d'erreur aussi pour être sûr de détecter. Et donc ça, c'est puissance effective de l'échantillon pour ceux qui font du Six Sigma. Et puis, j'ai quand même allé jeter un œil pour vérifier, parce qu'on disait la variabilité de la réponse. On tombe quand même sur les 380 données. On tombe sur la même chose. Sur des analyses statistiques, les IA semblent, en tout cas, bien répondre. Et si vous leur demandez comment font les calculs, ils vous donnent exactement les calculs. Là où des fois, sur du texte, on vous dire je suis une IA générative, je crée du texte, ne demande pas trop d'où ça vient. Voilà, même si c'est en train énormément de changer parce qu'on a quand même besoin d'avoir les sources. Donc combien de données je dois prendre? Et puis ici, j'ai pris des mesures. J'ai différents moules d'injection, j'ai différentes sorties sur ma pièce, et je lui dis voilà, je t'intègre les données, dis-moi si le moule il a un impact sur ma sortie. Et là, ce chat GPT à droite, il vous met tout le détail des calculs, comment il a fait, et il vous dit oui, effectivement, le moule a un impact sur la sortie qui est ici une pression. Et après, si on lui demande c'est quoi qui a réellement un impact, il veut dire c'est plutôt le moule A par rapport au moule C, mais pas le moule B et C, il n'y a pas vraiment d'écart statistiquement significatif. Et à chaque fois, il va vous dire voilà, c'est quoi le risque d'erreur quand je vous donne cette information-là. Et s'il se sent un peu court, il va vous dire utilisez quand même un logiciel dédié ou utilisez un tel script R ou Python, intégrez-le dans l'interface qui va bien, et il vous fera le calcul dédié statistique. Donc c'est ça le lien aussi finalement avec des stats sur ces petits échantillons, des grands échantillons, d'aller chercher de la donnée, d'aller chercher de l'intelligence collective qui est liée à l'IA. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on retrouvera bien dans l'IA quand on en reparlera, mais c'est l'art de celui qui questionne. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui va vous aider à aller plus vite sur des choses vraiment très outillées et précises. Par contre, c'est quand même celui qui pose la question et la manière dont il pose la question qui est hyper importante. Ouais. Exact. Excellent. Excellent. Merci, merci Guillaume pour tous ces cas. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réponses. On a répondu. Alors, il y a pas mal de questions sur l'AIC en parallèle. Je me permets de ne pas répondre là parce qu'il est midi et vous avez pas mal de webconf dédiés également sur le sujet dans le passé. En général, une par an avec des outils, des thématiques un peu différentes chaque année. Vous pouvez les voir sur notre page YouTube, n'est-ce pas, Camille?
Tout à fait. Vous avez effectivement tous les replays de nos anciennes webconférences sur la chaîne YouTube qui sont vraiment classés dans une playlist spécifique. Donc, vous pouvez retrouver et avoir notamment des réponses sur des questions sur les AIC, puisque du coup, on a déjà fait plusieurs webconférences sur ce thème. Du coup, je pense qu'au niveau des questions-réponses, on est bon, parce qu'effectivement, j'ai vu que vous aviez essayé d'y répondre un petit peu au fil de l'eau. Et voilà, de toute façon, comme on disait en début de webconférence, si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous mon mail, donc vous avez la possibilité de nous les poser après la webconférence. Ce que je vous propose, c'est de voir juste une dernière slide pour nos prochaines webconférences. Et pour cela, du coup, je laisse la parole à Ophélie qui va vous les présenter. Donc voilà, juste avant que vous nous quittiez, on va vous préciser les prochaines dates de webconférences qui vont avoir lieu dans un petit moment parce qu'il va y avoir une trêve estivale. Donc la prochaine, elle sera en septembre et elle sera sur optimiser la gestion de vos projets avec le Lean. La seconde, elle sera le 18 octobre et ce sera sur l'impact de l'IA dans les démarches d'excellence opérationnelle. Et la troisième, sur le Lean et la transition écologique qui aura lieu en novembre. Et donc, on vous affiche une dernière slide. Donc, comme Camille l'a dit, si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vous remercie, enfin, on vous remercie à tous pour votre participation et surtout merci à Mickaël et à Guillaume. Parfait. Merci à tous. Merci Ophélie et Camille. Salut.